complètement par hasard dans un restaurant. Il mangeait juste à côté de moi. Il déjeunait à l'époque avec Pascal Cany, qui était le PDG Europe d'Apple. Et comme je suis un vilain bavard, je leur ai parlé et puis on a fait connaissance comme ça. Et puis on est devenus amis. Et puis au bout de quelques années, 2-3 ans plus tard, on était en vacances ensemble et je lui ai proposé de monter une société d'électronique avec son nom. Parce que pour moi, il avait une crédibilité absolument énorme. Et franchement, Cavil Technologies, ça n'aurait jamais rien donné, alors que Jar Technologies, ça a de la gueule. La société de distribution est basée en France pour 2 raisons majeures. D'abord parce que la majorité des acteurs de cette société sont français. Ensuite parce que Jean-Michel Jarre est français et qu'on estimait que c'était normal que notre société de distribution soit basée ici. On ne pouvait pas le faire pour la fabrication parce que malheureusement les coûts de fabrication seraient trop élevés si on les faisait ici. Mais moi je fais partie d'une génération où être français ça veut dire quelque chose. Je crois que le gouvernement britannique, il n'a pas besoin que Jean-Michel Jarre s'installe là-bas. C'est une polémique qui s'est montée parce que tout le monde est obsédé en France par des artistes qui s'installent à l'étranger, ce qui n'est pas du tout le cas de Jean-Michel. Le gouvernement britannique, il est intéressé par la société qui a la marque Jar Technologies parce qu'ils savent que ça va créer des emplois et qu'ils sont en train de créer un pôle d'attraction qui ressemblerait à la Silicon Valley, qui s'appellerait Tech City, qui s'appelle d'ailleurs Tech City, et où ils veulent attirer toutes les entreprises technologiques qu'ils peuvent. Donc évidemment, ils sont intéressés par attirer Jar Technologies là-bas. Et donc, on a des rendez-vous à droite à gauche, mais que ce soit l'Angleterre ou un autre pays, nous, on est intéressés par s'installer n'importe où une banque nous fera ce que doit faire une banque normalement, c'est-à-dire financer nos crédits de campagne. Or, aujourd'hui, en France, il n'y a personne qui suit des entreprises comme les nôtres, et donc on n'arrive pas à bouger ou à évoluer plus vite que ce qu'on devrait, alors qu'on est avec des ventes qui sont extrêmement satisfaisantes, voire même carrément dithyrambiques sur certains produits, et on n'arrive pas à avoir d'aide de personne pour des raisons qui sont complètement incroyables. En France, c'est impossible. Impossible, parce que les banques ne prêtent pas d'argent pour des raisons qui sont probablement dues au fait qu'elles en gagnent plus sur les marchés financiers, malgré les scandales qui sont de temps en temps à la une de l'actualité. Et du coup, elles ne sont pas intéressées du tout par s'occuper des petites et des moyennes entreprises. Ils s'en foutent complètement. Les journalistes qui vont en Chine n'ont pas vraiment le temps d'y rester pendant des années pour étudier ce qu'est ce pays. Or, c'est un pays qui est gigantesque, avec des ethnies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et ils passent 15 jours là-bas, et ils reviennent ici, et ils écrivent un bouquin sur la Chine qui, évidemment, n'a rien à voir avec la Chine. Et on raconte énormément de bêtises sur ce qui se passe en Chine, notamment, et même dans la partie des droits de l'homme ou des droits des ouvriers. Je veux dire, aujourd'hui, moi je prétends qu'un ouvrier chinois a plus de pouvoir qu'un ouvrier français. Ouais. Ben oui, parce qu'en France, on vote, et une fois qu'on a voté, on a signé un chèque en blanc au pouvoir. Quelle que soit la décision du pouvoir, quel que soit ce qu'ils font, on ne peut rien discuter. On leur a signé un chèque en blanc, qu'ils fassent ce qu'ils ont promis ou l'opposé de ce qu'ils ont promis, ce que veut la majorité ou ce que ne veut pas la majorité. Moi, j'ai cru que la démocratie, ça voulait dire faire ce que la majorité veut. Or, c'est pas ce qui se passe. Il se passe qu'on vote pour quelqu'un qui ensuite fait ce qu'il lui a envie. Pour moi, ça s'appelle plus de la démocratie. Mais bon, c'est ce qui se passe ici. Donc un ouvrier qui, en France, veut réclamer quelque chose, il ne peut rien faire. Il a voté, il y a quelqu'un qui a été élu, il est légitimement élu. La personne qui est élue fait absolument ce qu'elle veut, quel que soit le sens. En Chine, le gouvernement chinois a tellement peur des manifestations, parce que ça mettrait en cause absolument tout, ça pourrait faire une révolution, comme il n'y a pas d'élection que à l'intérieur du Parti communiste. Donc il y a quand même 70 millions, je crois, de membres au Parti communiste, et il y a une élection interne au Parti communiste. Après, les autres gens ne votent pas.
Et du coup, ça crée une peur absolument incroyable de la part des gouvernements et des gouvernants, parce que si jamais ils se mettent à défiler dans la rue, c'est juste impossible à maîtriser. Dire, le chiffre que je donne toujours, c'est ce qui s'est passé en Espagne, où 25% de la population espagnole est allée dans les rues lors des attentats de Madrid il y a quelques années. Si on met 25% de la population chinoise dans les rues, ça fait 350 millions de personnes dans les rues. C'est impossible à maîtriser. Donc le gouvernement a tellement peur qu'ils interviennent immédiatement dès qu'il y a une grève. Et les dirigeants des entreprises sont obligés d'augmenter les ouvriers. Ils n'ont pas le choix. Le gouverneur se pointe, le gouverneur de la région où se trouve l'usine se pointe et prévient le directeur de l'usine que si jamais il ne fait pas ce qu'il faut, il ferme l'usine. Évidemment, les lois étant pas tout à fait les mêmes que chez nous, l'usine est fermée, mais à vitesse grand V, si jamais ils ne font pas ce qu'il faut. Et donc, les ouvriers sont augmentés de façon extrêmement régulière. Moi, depuis que j'y suis, c'est-à-dire je suis en Chine depuis 18 ans, je suis résident hongkongais depuis 18 ans, et ça fait 22 ans que j'y vais. Et bien, depuis tout ce temps-là, ils sont augmentés de 10 à 20% suivant les années, tous les ans. Catastrophe, mais je pense que toutes ces grandes sociétés sont toutes les mêmes. Les gens qui sont à la tête de ces sociétés ne se rendent pas compte parce qu'ils voyagent rarement dans les conditions où nous on voyage. Moi je passe mon temps dans les avions et ce qui m'est arrivé, l'histoire qui m'est arrivée avec Air France, c'est absolument dément, quoi. Ils sont venus me draguer à la porte de mon hôtel en 90 quand j'ai commencé à voyager. Ils avaient un type exceptionnel à l'époque qui s'appelait Raymond Yao, qui a réussi à me convaincre de voyager avec eux, qui m'a fait un service exceptionnel, qui a fait tout ce qu'il fallait pour fidéliser ses clients. Et puis une fois que... C'était où? C'était à Hong Kong, oui, bien sûr. Et quand tout ça a été sécurisé, que le chiffre d'affaires a augmenté et tout, ce monsieur qui était exceptionnellement commerçant s'est vu mettre sur la touche. On a mis à la place de ce monsieur des ordinateurs, avec des gens devant, mais juste des ordinateurs. Des gens qui n'avaient strictement aucun pouvoir et qui ne pouvaient rien faire, donc ils vous lisent ce qui est écrit sur l'ordinateur et puis c'est tout. Et puis vous vous heurtez à des murs, parce qu'évidemment les dirigeants de ces sociétés ne vous prennent jamais au téléphone, ne veulent pas vous parler, en ont rien à foutre. Et puis voilà, donc j'ai fini par ne plus voyager avec Air France. Aujourd'hui je voyage avec Cathay Pacific, où j'ai un tarif qui est 2 fois moins cher et où les cabines sont 2 fois plus confortables. Voilà. Et je trouve que c'est scandaleux parce que moi j'aurais préféré voyager Air France. Encore une fois, parce que je suis français et que je trouve ça bien de voyager avec Air France.